Culture Soccer. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% sur le soccer canadien. Comme d'habitude, un de vos animateurs, c'est Adi Raphaël et je suis rejoint par le co-animateur de toujours, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Salut, ça va, merci. Et toi, je suis de retour. Enfin, après une semaine de repos, là, je pense que je suis dû. Moi, je suis dû. Ah, c'est quand tu veux, mon cher. Et puis aujourd'hui, on a deux invités spéciaux. Alex Rupert, que vous commencez déjà à connaître. Salut Alex, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. On a eu un super bel épisode la semaine passée. On a parlé un peu des finances, des clubs de KNPL et de ce qu'on a vu de l'actualité. Donc, c'était quand même très sympathique. Le super sub, comme on l'appelle dans les milieux de podcast, le super sub de CS à l'érable. Et cette fois-ci, on a le retour à quelqu'un qui a déjà participé à CS à l'érable une fois. Et le voilà de retour. C'est Éric Chenois, fondateur de Vieux Parc, mais aussi co-animateur sur Coup Franc, le podcast de l'Impact de Montréal. Salut Éric, ça va? Oui, ça va. Salut tout le monde. Très content d'être là pour participer à l'émission parce que du côté de Coup Franc, comme vous le savez, on a marqué une pause avec la pandémie. Donc, ça fait très, très longtemps que je ne me suis pas prêté à l'exercice du podcast. Alors, j'espère être à la hauteur. Tu vas être à la hauteur, ça j'en doute pas. En tout cas, c'est pas très compliqué parce que t'es quand même très très bon. Donc, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Moi, je n'ai pas peur du tout. Quoi, Daniel? J'ai pas entendu. Non, j'ai rien dit. T'as rien dit. Ok, écoute, je vais l'écouter à l'enregistrement, alors, voir ce que tu as dit, mais bon. Aujourd'hui, on va commencer en premier par le sujet de l'actualité qui vient tout juste de sortir. On enregistre aujourd'hui, on est le 27 mai. Il y a quelques minutes même. Alex, tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé, vu que c'est toi qui nous a vraiment avertis de cette nouvelle-là. Donc, je te laisse annoncer à nos éditeurs ce qui se passe. Donc, la nouvelle qui vient tout juste de tomber, c'est que la Première Ligue canadienne a officiellement soumis une demande au gouvernement de l'île du Prince-Édouard pour obtenir l'autorisation de disputer le reste de la saison 2020. Donc, de quoi qu'on parle, c'est environ 300 joueurs qui iraient à l'île du Prince-Édouard et qui débuteraient une période d'isolation d'au moins la période d'isolation de 14 jours. Et ensuite, ils disputeraient le reste de la saison. Ça fait du sens parce que l'île du Prince-Édouard, ils avaient seulement... ça fait 28 jours de suite qu'ils n'ont eu aucun cas, puis je pense qu'ils avaient seulement 27 cas au total dans toute la province. Puis c'était entièrement dû à du voyagement hors province. Donc, de toutes les provinces au Canada, ce serait la plus sûre. Puis ils ont déjà commencé leur déconfinement. Donc, si on veut commencer le plus rapidement possible et de la façon la plus sécuritaire possible, l'île du Prince-Édouard, quand même surprenant, mais c'est un excellent choix. Tu peux développer un peu ton point. Pourquoi c'est un excellent choix selon toi? Justement, à part le fait qu'il n'y a pas de cas, il y a sûrement autre chose pour toi qui t'attire envers l'île du Prince-Édouard, à part du côté de la pandémie. Est-ce que du côté soccer, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi tu trouves intéressant? Oui, parce que je pensais à ça justement, puis je me disais, on parle beaucoup, on a lu, on a entendu, on a beaucoup parlé des expansions, puis on a beaucoup spéculé sur où est-ce que ça pourrait avoir. Je suis pas en train d'avancer que l'île du Prince-Édouard serait candidate, mais je pense que on a quand même une idée de ce que Moncton pourrait donner parce que le stade existe, puis ils ont déjà été hôtes de la Coupe du Monde. On a déjà les tests en Saskatchewan. Terre-Neuve a une histoire de soccer avec où est-ce que le Canada avait gagné sa participation en Coupe du Monde en 1986. Mais si on prend toutes les provinces au pays, puis la Ligue veut être une Ligue pan-canadienne, je pense qu'il y a un gros point d'interrogation sur l'île du Prince-Édouard. Fait qu'en plus d'utiliser l'angle sécuritaire, mais je pense que la Ligue ce serait une excellente opportunité pour la Ligue de voir de quoi ça a l'air là-bas. Puis c'est quel genre d'intérêt que la Ligue peut susciter là-bas. Faut pas oublier qu'à l'île du Prince-Édouard, ils ont une équipe de la Ligue junior majeure du Québec.
Et sur toute l'île, c'est environ 158 000 personnes qui habitent sur l'île. Donc, je pense que ça pourrait être une opportunité de faire ses devoirs et de voir de quoi ça ressemble là-bas, point de vue intérêt pour le produit. Parfait, parfait. Eric, je te laisse réagir. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là? Ben, écoute, pour rebondir sur ce qu'Alex disait, oui, c'est sûr que c'est une opportunité d'aller voir là, de ce côté-là ce qui pourrait se faire éventuellement dans un avenir rapproché pour la CanPL. Par contre, là où j'ai des réserves, c'est si on y va réellement pour disputer le reste de la saison, ce qui veut donc dire la totalité de la saison. Là, je trouve ça un peu bizarre. J'espère que on y va en se disant qu'on va reprendre pour l'instant. On va faire ce qu'on peut de ce côté-là, et puis dès qu'on a l'opportunité de revenir dans les villes d'origine des différents clubs, qu'on y retourne le plus vite possible, parce que c'est une ligue qui est en pleine expansion, qui est en pleine, en fait, qui en est à ses premiers pas. Hein. Une saison d'encore, c'est pas beaucoup, donc je pense que c'est important, voire primordial pour la ligue de plancher sur un scénario qui ramène les équipes dans leurs marchés locaux pour continuer à développer le marché local. C'est super important à mon avis. Puis si on pense par exemple à Ottawa, je pense pas que tu peux arriver avec une première saison disputée intégralement à Charlottetown pour une nouvelle équipe, quoi. Ça fait pas de sens. Donc à mon avis, je pense qu'il faut que la ligue planche sur un plan qui permet de ramener les activités à la normale le plus rapidement possible. Ouais, non, c'est assez logique là. Est-ce que toi, Daniel, tu penses que un peu comme Eric, qu'il faudrait peut-être commencer par peut-être disons un mois sur un terrain neutre qui serait à l'île du Prince-Édouard, puis le reste partirait un peu plus sur le retour dans les stades d'origine pour continuer à vraiment améliorer le produit et attirer encore plus les foules après une première année réussie? Ou est-ce que tu penses que il va falloir qu'on joue toute la saison sur terrain neutre? Et puis qu'est-ce que tu penses aussi, bien évidemment, de l'île du Prince-Édouard, à ton point de vue aussi, Daniel? Eh bien, simple mathématique, là. Si on parle de saison, là, on est déjà le 27 mai. Supposons qu'il y a une annonce qui est faite dans une semaine ou deux. Ben là, après ça, il va falloir une pré-saison de 2 à 3, voire 4 semaines pour que les équipes se remettent en forme. Puis après ça, est-ce qu'il va y avoir un confinement pendant l'arrivée des joueurs dans ce lieu-là? Est-ce qu'il y aura 2 semaines aussi sans match? Que ça peut aller vite, puis on va déjà être rendu au 1er juillet, puis à la mi-saison. Donc, je pense que ça va... Il y a de très fortes chances que ça va se terminer en 2 fois 7, c'est-à-dire 14 matchs. Là, une des options, comme a dit Eric, je pense que peut-être une des options, ça serait de faire, supposons, les 7 premiers matchs à Ottawa, puis après ça... faire les 7 autres dans les stades, tout dépendant, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y aura un reconfinement, est-ce qu'il y aura une reprise des cas de COVID, alors que l'île du Prince-Édouard, c'est une île, il y a moyen de l'isoler d'un point de vue sanitaire, donc ça présente beaucoup d'avantages comme destination. Il n'y a pas une grande densité de population non plus. Après ça, j'ai pas trop de connaissances sur les infrastructures, sur les stades, sur les hôtels, etc. Mais j'imagine que si on a choisi l'île du Prince, l'information se confirme, là, qui a été rapportée par CBC se confirme, ben, il doit y avoir des raisons logiques qui vont là-dedans, notamment l'isolement. Également, par rapport à ce que dit Alex sur la possibilité que ça devienne peut-être, il y aurait aussi une ambition de tester le marché. Je dois avouer que j'ai jamais osé parler de Charlottetown comme ville potentielle pour la Canadian Premier League parce que il y avait beaucoup de villes qui passaient avant, à mon avis, puis ça aurait peut-être été, pour moi, ça aurait peut-être été un trip d'hommes d'affaires de la région, de quelqu'un qui aurait voulu avoir une équipe là-bas. Mais d'un point de vue réaliste, je pense qu'on est encore loin de ça, là. Mais je sais qu'il y a quelques joueurs qui viennent de là qui ont fait des essais par-ci par-là dans la ligue. Il y en a un qui a signé à HFX Wanderers. Donc, je pense que pour l'instant, on est vraiment loin de ça. On est plus dans une question de pratico-pratique. Avoir toutes les équipes au même stade, avoir des matchs à jouer surtout. Parce que
Je pense que l'enjeu, c'est surtout il faut que les joueurs jouent pour pas que l'enthousiasme autour de la ligue se perde et également pour que les joueurs se fassent voir. Puis oui, cette année, peut-être les mercatos à l'étranger seront pas aussi vigoureux que les autres années, mais je pense qu'il y a moyen de proposer des joueurs intéressants, là, surtout qu'avec la manière dont se construisaient les équipes, le produit risque d'être intéressant. Ben, oui, ça c'est sûr. On en parlera bien évidemment une autre fois de ce point de vue-là, des équipes et ainsi de suite. Par contre, il y a une chose que j'aimerais dire. Il y a deux entraîneurs, je me rappelle même plus des noms des entraîneurs. Il y a deux entraîneurs, je pense que c'est Stephen Hart et Jeff Paulus, si je me trompe pas, qui ont demandé à ce qu'il y ait 4 semaines de pré-saison. Est-ce que pour vous, ce serait quelque chose de viable, 4 semaines? Ben, je te laisse réagir en premier, Eric. Est-ce que tu penses, je pense, Eric, je vais commencer par Eric parce que c'est quelqu'un qui est allé très loin dans le soccer. Tu pourras nous en parler un peu de ton expérience. Mais est-ce que tu penses que 4 semaines, ce sera suffisant pour vraiment avoir une pré-saison et une saison vraiment potable avec le moins de risques de blessures? Ben, écoute, je suis pas un expert de la remise en forme. Je suis pas préparateur physique, mais si on regarde ce qui se fait habituellement en temps normal, je pense qu'un mois, ouais, c'est pas mal ce que ça prend. Donc 4 semaines, oui. Si on veut accélérer les choses, 3 semaines. C'est pas impossible non plus, mais je pense qu'un mois, là, c'est quelque chose d'assez réaliste. Maintenant, l'important, c'est que tout le monde ait la même période de préparation pour que tout le monde soit nez à nez à la ligne de départ, là, parce que tu peux pas avoir une équipe qui se prépare pendant 1 mois et demi puis l'autre qui se prépare pendant 2 semaines. Là, c'est pas possible. Donc, c'est important là, que tout le monde ait la même période. Donc, si on rassemble toutes les équipes au même endroit pour faire une préparation, ben à ce moment-là, je pense que c'est quasi certain que tout le monde va se battre à armes égales. Donc, pour moi, un mois, là, c'est ce qui me semble le plus réaliste. Ouais, c'est sûr que ce serait magnifique. Après, il y a le risque du fait que ce serait un peu trop long avant que la saison commence et comment on va mettre tous les matchs durant la saison pour que la saison arrive à terme à un moment quand même adéquat. Faut pas oublier aussi qu'il y a le climat au Canada qui aide pas. On peut pas faire comme un MLS puis arriver à la mi-décembre pour finir la saison de soccer au Canada. Mais est-ce que Alex, tu penses que c'est 1 mois, c'est trop ou c'est tu sais, avec ces périodes-là, sachant qu'on est déjà à peu près 1 mois et demi en retard selon la cédule régulière? Je crois que j'avais lu que je pense que c'est Stephen Hart, comme on vient de le dire, 1 mois, ce serait le minimum d'après eux. Ouais. Donc, ça prend au moins 1 mois. Puis l'année dernière, ils avaient commencé leur entraînement de pré-saison en République dominicaine début mars pour culminer vers le début de la saison en fin avril. Donc, ils se sont donné au moins presque 2 mois de pré-saison. Donc, c'est sûr que le 1 mois le minimum, c'est l'idéal si tu veux minimiser les risques de blessures, si tu veux avoir quand même une certaine cohésion, créer une certaine chimie, pour que c'est un peu d'allure. Oui, donc s'il y aurait une annonce qui serait faite, peut-être qu'après l'annonce de l'Atlético Madrid pas Madrid, mais Ottawa, puis leur nouveau uniforme, s'il y a une annonce comme quoi ils vont peut-être aller en entraînement début juin, ils termineraient début juillet, ils pourraient peut-être commencer mi-juillet, fin juillet, peut-être début août. Ça fait du sens. Je respecte c'est important que la sécurité des joueurs soit vraiment la priorité numéro 1 de la Ligue, ce qui semble être le cas. Donc, je pense qu'ils vont vraiment se donner 1 mois minimum. Puis juste pour revenir sur le lieu avec l'île du Prince-Édouard, une des raisons pourquoi je pense que la Ligue, leur plan A, c'est de tout disputer à l'île du Prince-Édouard, c'est parce que pour pouvoir aller retourner dans les stades des équipes de CanPL, ça prend le feu vert de toutes les autorités provinciales. Donc, ça prendrait un feu vert
d'un océan à l'autre. Il faudrait que la Colombie-Britannique dise oui, il faudrait que le Québec dise oui, puis l'Ontario. Puis comme le Québec et l'Ontario, c'est les plus sérieusement touchés, puis on a des équipes, on a maintenant 3 en Ontario. Donc, on ne veut pas trop couper. Est-ce que la Ligue veut vraiment couper la saison de cette façon-là? Puis bon, on va éviter une province, puis on va jouer partout ailleurs. C'est pas facile. C'est sûr que comme plan B, s'il y aurait un feu vert partout, c'est sûr que la première, tu vas absolument retourner, mais d'ici là, je pense que le terrain neutre fait du sens pour l'instant. Oui, le terrain neutre fait du sens. Après, il faut voir aussi dans quelles conditions. Est-ce que ce sera à huis clos? Est-ce qu'il y aura des supporters? Si c'est à huis clos, ouais, ce serait quand même compliqué. Comme l'a dit Daniel un peu auparavant, on ne sait pas dans quel stade ce serait. Est-ce que le stade aura toutes les installations adéquates pour la télévision aussi, hein, parce qu'il faut penser à ça. La télévision, donc One Soccer, est-ce qu'il y aura tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose qui fait du sens? Parce que si c'est à huis clos et qu'on veut voir nos matchs, il faut que ce soit, il faut que ce soit quand même adéquat. T'en penses quoi, toi, Daniel? Est-ce que tu penses que One Soccer aura son mot à dire sur le stade à choisir? Honnêtement, One Soccer a surtout son mot à dire pour avoir du contenu dans les circonstances actuelles. Ils en font du contenu. Il faut le leur donner, là, durant cette pandémie. Ils en font du bon contenu, quand même. J'ose croire qu'ils vont sûrement, dans leur intérêt à eux, c'est sûr qu'il faut un stade qui n'a pas l'air trop vide et qui soit agréable à voir à la télé. Ça se peut que moi, comme je l'ai dit, j'ai vraiment aucune idée des stades qu'il y a là-bas, mais j'ose espérer qu'il y a au moins un stade peut-être universitaire qui ferait la job. Puis l'important, c'est qu'on puisse mettre les caméras aux bonnes places, pas comme à Langford. Je salue notre ami Xavolette de Hydropole. Et également qu'il y ait des bons éclairages. Peut-être que ça va aussi jouer pour l'heure des matchs. C'est des éléments à prendre en considération lors des matchs, la configuration du stade, les endroits où on peut les angles pour mettre les caméras, la taille du stade, les installations, même les joueurs, là, les vestiaires. Tu sais, là, les joueurs, ils n'ont pas l'air d'avoir été consultés par rapport à ça, mais est-ce que les joueurs vont avoir des bonnes installations là-bas? C'est tous des éléments qu'on a vraiment un flou complet. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, Hadi, quand David Callahan est venu, puis même avant ça, il mentionnait que ça ne semblait pas être un scénario envisageable de jouer dans un terrain neutre sans spectateur à huis clos. Mais là, on s'enligne vers ça, parce que je pense qu'ils se sont rendus compte de certaines obligations qu'ils ont. Écoute, c'est peut-être pour ça l'île du Prince-Édouard, hein, pour pouvoir ne pas jouer à huis clos. Et d'un autre côté, comme l'a dit Alex auparavant, c'est aussi une façon de peut-être sonder un peu le terrain pour savoir si effectivement il y a un intérêt pour le soccer dans cette région-là. Donc, ça peut être aussi une indication pour une future expansion à un moment donné, si jamais il y avait vraiment d'intérêt ou quoi que ce soit. Donc, écoute, moi, je trouve que ça peut être intéressant comme système. Il y a beaucoup de choses. On est encore aux prémices d'une possible décision. On n'est même pas à l'étape 1. On est à l'étape 0 encore, 0 prime. C'est une demande pour savoir si c'est possible, faite par la CNPL. Après, il faut voir comment ça va se développer. Je pense qu'avant qu'ils aient une réponse positive, ils n'ont pas trop pensé à comment ça devrait être, ou bien ils n'ont pas trop dévoilé comment ça devrait être. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. En tout cas, CSA l'érable, on vous garde informé de ce qui se passe dans les prochaines semaines, de l'actualité du soccer canadien. Donc voilà pour le côté de l'actualité. D'un autre côté, on a invité tous ces excellents panélistes-là parce qu'on avait un petit débat par rapport à une situation. On en discutait, Daniel et moi, en off, et on s'est dit, on aimerait avoir l'avis d'autres experts. Donc voilà. En premier, juste pour vous dire, on va se mettre un peu dans le mood maintenant et dans le mood de ce qu'on va lancer. On fait un débat dans le futur, d'accord? Donc dans le futur, dans une dizaine d'années, moi j'aurais pas de cheveux, mais c'est déjà le cas. Bref, on est dans le futur. J'aurai la voix peut-être un peu plus
qui tremblera un peu plus que ça. Mais dans le futur, est-ce que vous pensez que la Ligue va rester une ligue de développement à mesure que le niveau augmente? Donc, est-ce que vous pensez qu'on serait encore dans le côté un peu développement de oui, on a des joueurs qui font du sens au Canada? Alex, je te laisse rebondir là-dessus et donner en premier ton premier, si tu veux, ton statement d'ouverture, en fait, par rapport à ce débat-là. Ben, si on parle dans le futur, une dizaine d'années, ce qui nous rapporterait à 4 ans après la Coupe du Monde, moi, je vois la CPL en mode 2.0. Je pense que malgré le fait que la Ligue aurait plus de fans, plus de moyens, je pense qu'on va encore être une ligue de développement parce que pour être une ligue d'équipe, parce que là, on parle, est-ce que la CPL va être une ligue de développement ou une ligue élite? Je pense que pour qu'on arrive au point de l'élite, il faut vraiment avoir fait le ménage en Division 3, il faut avoir une ligue Division 2. Sans ces deux critères, moi, j'y crois pas. Parce qu'on a juste regardé la saison 2019 qui est déjà passée. Puis ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment surpris. Non seulement le niveau de jeu était vraiment intéressant puis plus relevé que je pensais, mais tu pouvais déjà voir qui avait pas d'affaires vraiment en CPL ou qui peut-être qui n'était pas de niveau. Puis ces joueurs-là, ils ont nulle part où aller parce que là, tu as des joueurs qui sont trop forts pour la D3, mais qui ont peu ou pas de temps de jeu en CPL. Donc, tant que ta pyramide est pas fonctionnelle, c'est difficile d'aller vers l'élite. Puis, c'est pas que la CPL n'est pas capable. Sauf que si tu vas vers l'élite trop vite, il y a un prix à payer pour ça. Parce que quand tu penses, moi, mon exemple préféré pour une ligue qui veut passer du côté élite trop vite, c'est la MLS. Parce que oui, tu peux devenir élite, mais c'est à quel prix? Est-ce que la CPL est capable d'avoir des joueurs désignés puis commencer à faire venir des joueurs internationaux plus vieux puis les payer plus cher? Dans 10 ans, sûrement, avec les retombées de la Coupe du Monde. Mais de quoi va avoir l'air ton produit? Tu vas être une MLS junior et puis tu ne pourras pas compétitionner anyways. Puis comme on le voit en MLS, ce que ça fait, c'est que c'est moins de temps de jeu pour tes joueurs domestiques. Il y a un prix à payer à ça. Puis si tu n'as pas une division 2 solide, qui est très concentré ou qui est très axé sur le développement, mais moi, je pense que tu tires, tu travailles contre toi-même en voulant devenir élite. Je pense que la CPL doit continuer de devenir meilleure organiquement. CSB doit prendre le contrôle de toutes les divisions et continuer à créer une cohérence. Puis, à terme, moi, je vois la CPL comme, si on fait le parallèle avec l'Europe, si tu dis que la MLS, c'est comme la première ligue de la CONCACAF, si tu dis que Liga MX, c'est la Liga de la CONCACAF, qu'est-ce qui arrête la CPL de devenir la Ligue 1 de la CONCACAF, qui est très bonne pour développer les joueurs, mais qui est capable d'avoir une ou deux équipes qui peuvent avancer très loin en tournoi continental? Moi, je pense que c'est un meilleur modèle. Éric, toi, tu penses quoi de tout ça? J'aimerais avoir ton avis. Ben, écoute, moi, je suis pas de ceux qui adhèrent au débat de ligue de développement versus ligue élite. Pour moi, tous les championnats sont une ligue de développement. Je veux dire, en autant que tu sois pas la IPL ou dans une certaine mesure même. Ben non, finalement, la IPL, c'est pas mal le but de tout le monde. Je pense que même la Bundesliga, dans un certain sens, est une ligue de développement. C'est quoi le développement d'un joueur? Bah, c'est prendre les joueurs les plus prometteurs dans un secteur, dans une région, et puis de les faire progresser, de les amener au plus haut niveau. Si le plus haut niveau pour un joueur, c'est comme Alphonso Davies qui se ramasse au Bayern, ben ce sera ça. Mais si le plus haut niveau pour un joueur, ben c'est de faire toute sa carrière au Cavalry, ben ça peut être ça aussi. Si je reprends ce qui a été dit tantôt, tu voulais savoir un petit peu de quoi aurait l'air le portrait dans 10 ans. Ben, dans 10 ans, déjà, un type qui vient de monter dans la ligue là, à 18 ans, ben, peut-être qu'il va faire toute sa carrière. Et puis dans 10 ans, on va le retrouver toujours avec le même club, ou peut-être qu'il aura changé qui sera passé dans un autre club ou dans deux autres clubs.
Et il aura 28 ans et il sera encore en CanPL. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas développé ce joueur-là? Non, mais en même temps, ça va quand même renforcer le niveau de jeu parce que ce gars-là aura toute une expérience de ce niveau-là et ça fera monter le niveau général de son équipe et des joueurs autour de lui. Donc, je sais pas, moi, j'adhère pas vraiment au débat de ligue de développement versus ligue élite. Je pense que chaque championnat fait son chemin et puis à un moment donné, il trouve sa niche, quoi. Je veux dire, si je regarde, moi je suis d'origine belge, donc je regarde beaucoup le championnat belge. C'est ce qu'on appelle un feeder market aussi, là. Je veux dire, les meilleurs joueurs qui sont passés par là, après ça, ils sont allés dans d'autres championnats et puis ils ont gagné des coupes ailleurs. Pour la CanPL, ce sera la même chose. Est-ce que ces gars-là vont aller en MLS? Est-ce qu'ils vont aller au Portugal? Est-ce qu'ils vont aller en France? On le sait pas. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont passer ici, qui vont se révéler ici et qui vont aller ailleurs. Est-ce que ça fait de la CanPL un championnat de développement comme tel? Oui et non. Je veux dire, c'est juste la progression, pour moi, tout à fait normale. Qu'on retrouve dans pas mal tous les championnats, quoi. Donc, je pense pas que ça soit nécessaire d'apposer une étiquette au championnat comme tel. Pour moi, c'est juste normal. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce qui s'est dit tantôt, c'est vrai qu'on a vu cette saison la saison dernière des gars qui avaient peut-être pas nécessairement le niveau. Tu voyais des joueurs pour lesquels c'était plus difficile. Tu voyais il y avait des gars qui c'était écrit semi-pro au-dessus de leur tête, quoi. C'est clair, net et précis. Ces gars-là, ils vont se trouver une niche dans un niveau inférieur. Et puis à terme, ils vont être remplacés par des gars qui ont plus de talent, qui ont plus qui ont plus de potentiel. Mais comme Alex le disait, je pense que ça va prendre une meilleure pyramide, une pyramide plus solide, plus logique. Pas nécessairement faire le passage tout le temps de la PLSQ ou de la Ligue 1 Ontario au plus haut niveau. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir développer ce qui est entre les deux. Et puis c'est là, je pense qu'on va retrouver beaucoup de joueurs qui, pour le moment, font le saut en CanPL par défaut, j'ai envie de dire. Ces gars-là vont se trouver peut-être plus plus chaussures à leurs pieds dans un niveau inférieur. Et puis, ce sera ça, quoi. Donc, pour moi, comme je disais, je sais pas, j'ai pas envie de mettre une étiquette sur le championnat. Je pense que oui, on va forcément développer des joueurs comme tous les championnats, quoi. Je veux dire, il y a pas un seul championnat au monde qui embauche uniquement des joueurs de 29 ou 30 ans, quoi. Il va toujours y avoir. C'est ça, il va toujours y avoir des jeunes qui vont arriver à 18, 19, 20 ans, même à 16 ans, même à 15 ans. Et puis, ils feront leur chemin. Et puis, s'il faut qu'il reste une saison en CanPL, ils resteront une saison. S'il faut qu'il reste 9 saisons en CanPL, ils resteront 9 saisons en CanPL. Puis voilà, c'est ça, quoi. Je veux dire, je pense pas que la Ligue doit avoir je pense pas que la Ligue doit s'imposer des paramètres comme, tu sais, devenir une Ligue U23 ou un truc comme ça. Je pense pas que ça serve à grand monde. Je pense que, faut que tu laisses ça vivre. Puis tu peux pas dire à des gens qui ont 25 ou 26 ans, maintenant c'est fini, tu peux plus jouer ici parce que t'es trop vieux. Ça serait un peu con. Je pense que ça serait se tirer dans le pied. Je pense que la CanPL doit être un débouché pour tous les joueurs canadiens. Puis je pense pas qu'il faut s'imposer là des règles pour développer des joueurs et puis viser seulement des joueurs plus jeunes. Je pense qu'il faut laisser ça vivre de manière normale, organique, puis que ça se développe, puis qu'à un moment donné, comme je disais, ça trouvera sa niche, puis on fera avec ça, quoi. On ira de là. C'est très intéressant. J'ai peut-être 40 questions qui me viennent en tête, mais avant tout, je veux écouter ce que Daniel a à dire, son premier avis, sans vraiment réagir, plus son avis à lui par rapport à la question initiale. Est-ce que cette ligue-là, donc la CanPL, restera une ligue de développement au fur et à mesure que le niveau augmente? Daniel, ton avis? Eh bien, actuellement, la Ligue prend des mesures pour favoriser l'émergence des jeunes joueurs. Mais c'est sûr que si, avec les années, les salaires vont augmenter,
le niveau va augmenter. Déjà, de la saison 1 à la saison 2, on a vu qu'il y a quand même un gros changement d'effectif. Puis comme a dit Alex, il y a des joueurs qu'on voyait qui n'avaient pas le niveau. Même des joueurs qui avaient des expériences pro et tout ont pas pu compétitionner. Certains ont quitté, certains n'ont même pas encore trouvé de club. Puis pour votre information, il y a même des joueurs qui ont fait les camps de sélection que la Ligue avait organisés avant la saison et qui n'ont pas été choisis par aucun club, mais qui ont signé en Europe. Donc, tu sais, avec cette équipe, avec un effectif de 20 à 23 joueurs, les places sont limitées. Là, maintenant, il y a une 8e. Après ça, la Ligue dit vouloir monter de 14 à 16. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et plus les salaires vont augmenter, plus des joueurs plus âgés canadiens qui étaient en Europe vont vouloir revenir, ou aux États-Unis. D'ailleurs, la USL, l'année prochaine, ne va plus considérer les Canadiens comme des joueurs domestiques. Donc, on peut s'attendre peut-être à beaucoup de Canadiens qui vont revenir au pays. Donc, je pense qu'il y aura éventuellement... il y a déjà actuellement plus de joueurs intéressés que de places. La première année, on a laissé beaucoup les joueurs... on a laissé une grande place aux joueurs de semi-pro, surtout de la Ligue 1 Ontario, parce que York 9 et Forge FC avaient recruté beaucoup de monde là-dessus. Mais c'était une année exceptionnelle aussi. Je me rappelle, j'avais lu, je pense, dans un forum, dans le forum des voyageurs, là, que les gens faisaient le parallèle entre la USL et la Ligue 1 Ontario, que les joueurs de Ligue 1 Ontario avaient plus réussi que les joueurs de la USL, parce que beaucoup de joueurs comme Tristan Borge, qui était revenu d'Europe, il a accepté de jouer 1 an en Ligue 1 Ontario parce qu'il savait que ça s'en venait. Mais moi, je pense que la Ligue va, si elle veut réussir économiquement, oui, elle va être une ligue de développement des joueurs canadiens qui vont aller probablement en grande partie vers la MLS. Et ceux qui ont la possibilité d'aller en Europe, comme on a vu Esteves, il y avait une citoyenneté européenne. C'est un grand ajout. Il y en a peut-être qui vont aller en Asie aussi. Là. Il y a la Ligue chinoise, il y a la Corée, il y a un joueur canadien, il y a le Japon, il y a plusieurs ligues, il y a le Moyen-Orient. Fait que je pense que il y a beaucoup de joueurs qu'on ne verra pas jouer très longtemps. Il y en a d'autres, comme me dit Eric, qui vont peut-être passer leur carrière ici, puis c'est correct aussi, là. Mais je pense qu'il y en aura pour tous les goûts, mais la tendance sera plus à rester quelques années, faire ses marques et partir. Ouais, ben écoute, je suis, mon avis est un peu différent. Moi, je pense qu'il faudrait que ça reste une ligue de développement, sans évidemment mettre un frein à ceux qui restent ici pendant plusieurs années. Il n'y a aucun problème à ça. Mais il ne faut pas oublier que le but de la CanPL, ça a commencé parce qu'on a remarqué que nos jeunes joueurs canadiens n'avaient pas d'autre issue que d'immigrer, de partir complètement, de quitter le pays pour aller commencer une carrière professionnelle en soccer. Et on voulait pouvoir leur donner cette opportunité d'avoir une carrière professionnelle au soccer ici même au pays. Donc, c'est ça le but premier de la CanPL et il ne faut pas l'oublier, je trouve. Donc, au fur et à mesure et à force de vouloir aller trop vers le haut, et un peu comme Alex le disait un peu plus tôt, aller signer des vieux ou quoi que ce soit à droite et à gauche, je pense je pense pas que c'est le but premier de la CanPL, mais ça c'est mon avis à moi. Donc voilà, juste pour faire court et simple, mon premier avis, j'aimerais rebondir sur plein de choses qui ont été dites. En premier, je veux avoir l'avis. Eric a dit quelque chose de très intéressant lorsqu'il a parlé, parce qu'il a donné son avis aussi. Est-ce que pour vous, le modèle un peu de la Ligue 1, ce qui se fait en Europe, c'est un modèle qui est quand même intéressant? Je sais par exemple, Alex, que tu as dit, toi, tu aimerais voir la CanPL un peu plus hausser son niveau. Est-ce que tu vois, quand tu dis hausser son niveau, est-ce que ça veut dire arriver au niveau un peu de la Premier League, donc dépasser la MLS ou la Liga MX en CONCACAF, ou est-ce que tu veux dire arriver à une sorte de Ligue 1 comme en Europe, où ce serait un peu la ligue qui développe les joueurs pour un peu donner une opportunité à ces joueurs canadiens de rejoindre des ligues plus huppées, que ce soit en CONCACAF ou ailleurs. En CONCACAF, donc la Liga MX ou MLS. Donc, je veux avoir ton avis là-dessus. Est-ce que la comparaison CanPL en Europe,
CANPL en CONCACAF par rapport à la Ligue 1 en Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui qui t'attire, toi, Alex? Oui, tout à fait. Puis, je pense même que c'est souhaitable et réalisable, mais juste pour revenir sur les... Puis ça passe vraiment par Soccer Canada qui fait le ménage dans toutes ces divisions. Parce qu'un des plus gros problèmes avec le soccer au Canada, c'est que notre bassin de joueurs est trop petit. Puis ça n'a jamais été une question de talent. Tu sais, le talent est là, mais il faut que tu le trouves. Puis si tu n'as pas les outils pour pour faire l'évaluation des joueurs d'un océan à l'autre, mais tu vas rater beaucoup de monde. Puis je me rappelle quand la CPL était à l'étape de projet, et c'était Paul Byrne qui parlait beaucoup de la Ligue parce que c'était lui qui était le premier employé. Lui, sa vision à très long terme, c'était une cinquantaine d'équipes à travers 3 divisions dans une centaine d'années, sur une période d'une centaine d'années, pour construire cette culture. Fait que si tu as des équipes à travers tes 3 divisions un peu partout au Canada, puis qui jouent dans des provinces, dans des ligues provinciales, puis tu as des ligues régionales, puis tu as une ligue nationale division 2, une ligue nationale première division, puis peut-être qu'il y a du ProRel ou promotion, relégation, oui ou non, peut-être. Mais le but, c'est que si tu as plus d'équipes qui sont dans plusieurs marchés ou dont les joueurs ont accès, tu vas agrandir ton bassin. Fait que si ton bassin est beaucoup plus gros, puis tu as beaucoup plus incitatif à avoir plus de joueurs qui non seulement s'investissent dans le soccer, mais qui prennent la décision d'exceller parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire carrière dans le foot. Puis s'ils ne vont pas en Europe ou en MLS, mais ils peuvent toujours faire carrière au pays dans une profession qui les passionne, même si tu dis que la CPL est plafonnée à 16 équipes, mais plus ton bassin est gros, plus ton élite, plus ton élite qui fait partie de ce bassin-là va être important. Puis c'est ça qui va faire monter la qualité de ta ligue, parce que tu vas avoir plus de joueurs, donc plus de joueurs qui vont devenir phénoménal. Puis tu en as certains là-dedans qui vont être tellement bons, ils vont devenir peut-être, bon, Alphonso Davies, c'est une exception, mais il a quand même commencé dans un programme de soccer gratuit à Edmonton. Le talent est là, il faut commencer par ça. Puis, pour revenir à la CPL qui pourrait adopter le modèle de la Ligue 1, mais si tu as la CPL avec 16 équipes, puis tu attires le talent canadien dans la CPL, mais même si tu as un cap salarial, tu as des équipes qui vont quand même toujours être plus riches que d'autres. Donc, tu as des équipes qui vont avoir plus de moyens d'attirer des jeunes joueurs internationaux talentueux, donc, ou qui vont avoir plus de moyens. Donc, peut-être que tu vas te ramasser avec 2-3 équipes en CPL qui vont avoir une concentration de talent et eux, ils vont pouvoir performer en CONCACAF. Comme on voit avec le Paris Saint-Germain, on regarde, ils détruisent la Ligue 1, mais quand ils arrivent, mais ils sont capables de fais attention à ce que tu dis. Statistiquement. Ouais, Statistiquement seulement. Mais c'est pas un mauvais modèle du tout. D'accord. Moi, je pense pas qu'on a besoin de parité où est-ce que tu as 16 équipes qui sont à peu près pareilles, puis il faut absolument que les 16 soient les meilleurs dans tout le continent. Je sais pas. Je crois pas à ça. D'accord. Eric, je te laisse rebondir. Ouais, ben écoute, beaucoup de choses à dire là-dessus, en fait. On a toujours beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de me limiter. Concernant le bassin de joueurs, je suis pas tout à fait d'accord de dire que le bassin de joueurs est minuscule. C'est pas vrai. Là. Il y a beaucoup de joueurs au Canada. Il y en a énormément même. J'ai fait une petite recherche là en parallèle pendant qu'Alex intervenait, puis pour faire le parallèle avec la Belgique, il y a 2 fois plus de joueurs au Canada qu'il y en a en Belgique. Donc, à partir de là, si on n'est pas capable de trouver le moyen de faire ces équipes pro avec ça, il y a un énorme problème, quoi. Pour moi, je sais pas, c'est souvent une excuse qu'on se donne ici au Canada et au Québec. C'est comme, ouais, mais il n'y a pas assez de joueurs, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Mais tout est là, quoi. Tout est là. Il y a des clubs avec des milliers de joueurs, il y a des infrastructures impossibles, il y a des... Moi, ça m'énerve parce que quand tu vois le soccer d'un autre angle
en prenant, par exemple, je sais pas, la place d'un pays comme, je sais pas, la Biélorussie ou la Lettonie, et tu regardes ce qui se fait au Canada, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils ont tout, tout, tout pour réussir et ils font rien avec. Donc après, venir dire que le bassin est minuscule, c'est pas vrai du tout. Il y a tout pour réussir au Canada, il y a les infrastructures, il y a moyen de jouer 12 mois par année. Donc après, c'est juste une question d'élaborer un plan qui se tient et puis de développer tout ça, quoi, d'amener tout ça vers le haut. Peut-être slacker un petit peu sur le soccer récréatif et puis favoriser un petit peu plus le soccer compétitif à partir d'un certain âge. Et puis, ben voilà, ça va rouler à partir de là. Mais bon, à un moment donné, je sais pas, là, il faut arrêter de se trouver des excuses aussi. Là, si on n'est pas capable de faire vivre ces équipes au Canada, il y a un gros problème. C'est pas possible. Pour moi, c'est inconcevable, quoi. Bref, on verra. En tout cas, d'ici là, on est déjà à 8 équipes, puis je pense que déjà, c'est quand même une réussite. Mais oui, effectivement, dans le futur, 16 équipes, moi, je pense que c'est quand même assez faisable, sachant qu'il y a déjà aucune équipe au Québec, ce qui est une grosse anomalie, en sachant qu'il faudrait avoir un minimum de 2 équipes. On en parle assez souvent ici, assez à l'érable. Daniel, je te laisse rebondir là-dessus. Donc, je reviens sur la question d'origine et aussi sur un peu le débat, on est passé un peu autre chose dans le débat et c'est parfait. La question d'origine, c'est est-ce que pour toi, la CanPL égale Ligue 1, donc CanPL en CONCACAF égale Ligue 1 en Europe, c'est une bonne idée. Puis la deuxième chose, un petit débat sur le bassin des joueurs. Tu penses, t'es plus Team Eric ou Team Alex? On va faire ça comme ça pour être plus simple. Eh bien, par rapport à la Ligue 1, ben moi, je pense que si on a le rôle de la Ligue 1, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas oublier que la Ligue 1, c'est pas juste les joueurs français. Parce que il y a un contexte qu'on oublie aussi, c'est qu'en Europe, à travers l'Union européenne, les joueurs sont pas étrangers. Donc, si les Canadiens étaient domestiques aux États-Unis et au Mexique, ben la dynamique serait différente parce que ça serait peut-être nos principaux clients. Là, actuellement, ce sera pas toujours le cas. C'est pour ça je pense qu'il y aurait peut-être plus de transferts vers l'Europe via les binationaux des Canadiens qui ont des citoyennetés européennes que via la Ligue mexicaine ou la Ligue la MLS. Par contre, c'est ça, et pour que ça devienne un peu comme la Ligue 1, il faudrait que la CPL devienne un peu une ligue de transition pour les équipes, les autres ligues de la CONCACAF qui sont peut-être pas professionnelles ou qui auraient moins de structures sérieuses. Parce que je pense que la CanPL peut devenir facilement la 3e ligue en importance en Amérique du Nord après les 2 monstres qui sont la MLS et la Liga MX. Mais pour ça, il faudrait on ait un bon réseau de recrutement et tout. D'ailleurs, avec 21st Club, c'est déjà en marche, là. Il y a des joueurs mexicains, il y a un joueur panaméen, il y a des joueurs jamaïcains qui ont signé. Donc, c'est déjà un peu ce qui est en marche. Concernant le bassin, ben moi, je prends pas de... Je veux dire, je joue à Football Manager, fait que je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens. Je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens. Je scrute la base de données de Canucks Abroad. Je les salue d'ailleurs pour leur excellent travail. Il y a des Canadiens, puis même juste il y a des gens qui se sont amusés à recenser les joueurs québécois qui sont présents dans l'Amérique du Nord à travers le monde. Juste du côté des joueurs québécois, il y en a beaucoup. Là, on pourrait faire facilement 2-3 équipes. Dans les Canadiens, il y en a beaucoup à travers le monde, puis même ceux qui sont formés au Canada. Mais moi, la raison pour laquelle je suis pas trop d'accord Moi, au début, avant que la Canadian Premier League soit lancée, j'étais pour avoir 14-16 équipes. Là. Avec le temps, j'ai évolué en partie pour 2 raisons. Une raison, c'est le niveau. Si on veut garder un très bon niveau d'excellence et qu'on pourra attirer des bons joueurs éventuellement, ben, je pense que ça passe par avoir un nombre limité d'équipes pour que que ce soit qu'il y ait une concentration de talent. Avec une division 2, ben là, on aura peut-être plus de joueurs qui sont passés par le semi-pro, des joueurs en fin de carrière, etc. Sinon, l'autre raison, c'est plus aussi pour de l'intérêt.
sans promotion-relégation et avec, pour l'instant, juste le champion qui va en CONCACAF League, je vois pas ce serait quoi l'intérêt des matchs avec 14-16 équipes. Oui, mais on parle dans 10 ans. Hein. Je sais, ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, on aurait enfin un spot en CONCACAF Champions League. Donc, juste remettre dans le contexte qu'on est en train de parler un peu la CNPL dans le futur. Donc, les choses qui s'appliquent maintenant, comme le champion qui va en CONCACAF League, ça pourrait changer dans le futur. Oui, c'est ça. Dans le futur, je pense que si la CONCACAF donne plus de place pour le Canada ou qu'on valorise davantage la Canadian Premier League par rapport à la Voyageuse Cup, parce que normalement, on favorise toujours la Ligue par rapport à la Coupe. Également, l'autre point, c'est ça. Sans promotion-relégation, je vois pas l'intérêt d'avoir ces équipes-là. Parce que sinon, on va devoir faire des playoffs à 8 équipes ou format dont je ne suis pas vraiment fan. Donc, sans promotion-relégation, je pense pas que ce serait une bonne idée d'augmenter trop le nombre d'équipes. Je pense qu'avoir une première division avec peut-être 10 à 12 équipes et avoir une deuxième division forte avec un processus de développement, je pense que ça peut être intéressant. Mais de toute façon, je vois pas dans l'avenir. Ben, en tout cas, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est une opinion. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Il peut y avoir plusieurs formats, comme arriver à 16 équipes ou arriver à 12 puis créer une D2 directement. Bref, il y a plusieurs formats qui peuvent y aller. Juste pour me donner mon avis par rapport à tout ça, moi, j'aime bien cette idée de Ligue 1, de la CNPL pour Ligue 1. Juste pour revenir un peu sur les règles, en MLS, on sait qu'ils ont le droit, les clubs de MLS ont le droit à 8 joueurs étrangers. Donc, si jamais il y a de très bons joueurs canadiens, je vois pas pourquoi ils viendront pas shipper des joueurs au Canada. Et en Liga MX, ils ont le droit à plusieurs étrangers. Par contre, sur le terrain, ils ont le droit de faire jouer juste 5 joueurs étrangers. Donc, ça veut dire que aussi, si jamais il y a de très bons joueurs, pourquoi ils viendraient pas chercher des joueurs au Canada? Comme l'a dit Alex plus tôt, il y a en Liga MX, il y a beaucoup d'équipes qui ont des budgets assez gros, mais il y a aussi des équipes qui ont des budgets assez modestes. Donc, ces équipes-là vont peut-être venir trouver des aubaines au Canada. Donc, moi, je trouve qu'il y a de la place pour la CNPL pour devenir un peu la Ligue 1 aussi en CONCACAF. Donc, c'est mon point de vue. Par rapport au bassin, je pense on a beaucoup parlé du bassin et ainsi de suite. Et je pense que la CNPL, elle a été là, et c'est ce que je pense qu'Alex essayait de dire. La CNPL a été là pour montrer que ce bassin-là est beaucoup plus gros que ce qu'on voit. Parce que présentement, si jamais tu es sélectionneur national, sélectionneur de l'équipe nationale du Canada, tu regardes un peu les joueurs qui sont disponibles pour toi, joueurs ou joueuses, hein, on parle aussi pour le sélectionneur de l'équipe féminine. Tu regardes, tu vas aller regarder dans les clubs aux États-Unis, tu vas aller regarder dans les clubs en Europe, en 2e, 3e, 4e division. Il n'y avait pas grand-chose. Et il y a des joueurs qui passaient un peu inaperçus, qui peut-être n'avaient pas les moyens d'aller à l'extérieur. Leurs parents ne voulaient pas les envoyer à l'extérieur. Ils ont décidé de pas poursuivre une carrière professionnelle parce que c'était trop compliqué. Ils voulaient pas s'éloigner parce qu'ils ont des problèmes personnels à droite et à gauche. Donc, ces joueurs-là, ils n'ont jamais été mis de l'avant. Et c'est pour ça qu'ils ne faisaient pas partie du bassin, comme l'appelle Alex. Et pour moi, maintenant, maintenant, le fait que la CNPL est là, on voit combien ce bassin-là peut être important, combien il y a de joueurs qui vont aller choisir l'option professionnelle et donner plus de choix au sélectionneur national, que ce soit féminin ou masculin. En tout cas, masculin maintenant, parce qu'il n'y a pas de CNPL féminine. Puis là, on ne va pas ouvrir la boîte de Pandore avec la CNPL féminine de nouveau, ou sinon on va jamais finir. Mais c'est ça. Donc ça c'est mon point de vue par rapport à tout ça. Par rapport à un autre sujet, j'aimerais aussi vous parler des transferts. On a vu que plusieurs ligues, et je pense que ça passe par ça, plusieurs ligues commencent par vendre des joueurs pour ramener de l'argent pour grossir, pour que le club grossisse, que la ligue grossisse et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs ligues à travers le monde. On voit que la CNPL commence à faire ça. On appelle, malheureusement, c'est un peu du foot business, mais malheureusement, on peut pas vivre sans. Est-ce qu'il y a un moyen de grossir cette ligue-là, de la rendre plus importante
sans passer par le foot business selon vous, ou il faut continuer à faire des affaires comme Tristan Borges, comme Emilio Estevez, comme Joel Waterman, puis je ne vais pas commencer à les nommer tous. Cette fois-ci, on va commencer juste pour changer un peu par Daniel, et puis après, on ira vers nos autres panélistes. Eh bien, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est inévitable. Justement, la MLS, elle a comme s'est positionnée un peu tard par rapport à ça. Là, l'avantage, c'est que la Canadian Premier League l'a vu venir et a pris cette orientation-là dès le début. Très rapidement, a commencé à vendre des joueurs à l'étranger. Je pense que ça sera inévitable. Et je pense que c'est dans le monde d'aujourd'hui, c'est même nécessaire. Donc, je m'en fais pas avec ça. C'est juste qu'il faut pas oublier deux éléments. Le roulement d'effectifs, là. Ça va faire en sorte que il y aura tout le temps des départs et des arrivées. Pour ceux qui s'attachent, peut-être qu'ils vont être déçus de voir les meilleurs joueurs partir régulièrement. Si aussi un phénomène que j'ai constaté par rapport au transfert, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de bons joueurs qui sont partis libres. Donc, j'espère qu'éventuellement, les clubs vont commencer à signer les joueurs sur des plus longues durées pour pouvoir protéger les contrats et avoir des indemnités. Il vaut mieux avoir une indemnité faible que pas d'indemnité, surtout qu'on vient de commencer et que les bonnes affaires seront de plus en plus difficiles. Là, il y a eu des plus-values intéressantes, mais des transferts intéressants, des joueurs de bon calibre qui sont venus. Mais éventuellement, je veux dire, je pense qu'il y aura de moins en moins de bennes parce que les joueurs vont être scrutés par les clubs et peut-être même la cote des joueurs canadiens dans le marché mondial va augmenter, là. Des fois, je vois un peu les Américains, ils parlent que les joueurs canadiens sont talentueux et tout. Peut-être que le mot va se passer et que la Ligue va devenir intéressante. Elle est diffusée en HD. Les résumés de match sont disponibles sur YouTube. Donc, un agent de joueur ou un recruteur, il peut utiliser ces enregistrements-là. Je trouve que c'est inévitable. Ça reste une ligue de division 1. Donc, je pense que les prochaines années, il va falloir vraiment que les clubs protègent un peu leurs acquis en peut-être signant à moins pour 2 ans leurs joueurs. Et comme ça, ils vont pouvoir les revendre systématiquement. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais qui sont partis gratuitement. Mais aussi pour les revendre, ça prend des contrats à l'année. Là, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été libérés avant la fin de la saison, là. Donc là, c'est des éléments qu'il va falloir tenir en compte. Oui, non, c'est très intéressant ce point de vue-là. Eric, j'aimerais avoir maintenant ton avis sur la question. Est-ce que est-ce que tu penses que la Ligue doit passer par ça, doit passer par un peu le trading, le foot business, ou est-ce qu'il y a un autre moyen de faire grandir cette Ligue, ou est-ce qu'il faut passer par des clubs obscurs comme notre ami Tyler Attardo qui est parti signer en 3e division chilienne, ou est-ce que, voilà, quel est ton avis par rapport à tout ça? Ben, je pense que pour les clubs de la Ligue, l'important, c'est de s'inscrire dans le système qui est en vigueur maintenant. Tu peux pas te mettre en marge de ce système-là puis espérer faire des profits sur des transferts si tu fais pas de transferts. Ça fait pas de sens. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Je veux dire, la MLS, bien sûr, c'est une entité qui a toujours été un petit peu à part du reste du système du foot mondial, mais il y a aussi la A-League en Australie. Ça reste quand même après tant d'années, ça reste une ligue qui est quand même assez faible dans sa confédération, qui a très peu de transferts sortants. Donc après, est-ce que c'est une bonne chose pour la ligue de ne pas s'exposer comme ça sur la scène internationale? Je pense pas. Je pense on voit déjà les résultats avec les transferts qui ont eu lieu. Ouais, bon, c'est sûr que partir en 3e division au Chili, ben là, tout revient à une question de le joueur est-il bien entouré? Est-ce qu'il a vraiment un plan qui est bien défini avec son agent sur comment faire progresser sa carrière? Mais tant et aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui est prêt à signer un chèque pour un de tes joueurs, à mon avis, il faut que tu l'écoutes.
Il faut que tu te dises, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour moi? Est-ce que ça va faire progresser mon club, mon équipe, ma ligue? Et si la réponse est oui, tu vends. C'est pas compliqué. C'est comme ça que ça fonctionne partout et je vois pas pourquoi il faudrait faire différent ici. Si cette ligue-là veut s'inscrire dans les esprits à travers la planète, ben, je pense qu'il faut qu'elle continue comme elle le fait très bien depuis ses premiers jours. C'est-à-dire que ben, elle fait aller le drapeau. C'est comme le Canada est là, on est présent, on développe, on a des bons joueurs, venez voir. Et puis s'il y a quelque chose qui vous intéresse, on est ouvert. Et puis voilà quoi. Donc et puis on sent quand même que il y a un certain intérêt du côté de l'Europe. On a vu, bon, évidemment, il y a eu des transferts, mais il y a aussi, tu sais, l'avenue de l'Atlético, c'est pas rien non plus. Hein, ça démontre que les gens ont les yeux sur le Canada en ce moment, et le Canada est un joueur, alors qu'il l'était pas il y a 18 mois. Et ça, c'est super important. Donc maintenant, ben, le Canada est dans le système, il est présent, il est vivant, et j'espère qu'il va demeurer vivant très longtemps. Maintenant, bon, c'est sûr que on connaît pas l'avenir, mais je pense que s'ils continuent à faire les choses comme ils le font là, ben ça va aider. Et puis si les transferts sont concluants, ben le prochain transfert, ben il sera vendu un petit peu plus cher. Et puis si celui-là est concluant, ben l'autre après sera vendu un petit peu plus cher aussi. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne pour tous les championnats partout. Donc je vois pas pourquoi il faudrait encore faire les choses d'une manière bizarre et puis comme on a l'habitude en Amérique du Nord de faire un peu n'importe quoi, hein. Donc je pense que c'est un piège qu'il faut éviter. On sait que ça ne fonctionne pas, donc voilà quoi, il faut s'inscrire dans le système qui est présent, et puis c'est comme ça que cette ligue-là va vivre. Je pense que faut pas essayer de réinventer la recette, là. Non, mais tu as raison. Donc, un peu rentrer dans le moule au lieu de créer un nouveau moule, comme ce qu'a fait la MLS ou bien la A-League. Tu l'as bien expliqué avant. Alex, ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut passer par le trading pour grandir? Ben, je rejoins ce que Eric vient de dire. Il a totalement raison. Tout ce que je peux faire, c'est rajouter sur ce qu'il dit. Comme je pense que la CPL, dès le départ, voulait éviter le piège, je vais appeler ça l'exceptionnalisme américain, parce que on a les ligues nord-américaines au hockey puis dans tous les autres sports. Alors la MLS voulait s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait dans les autres ligues. Donc, c'est donné une saveur exceptionnaliste. Je pense que la CPL a compris très rapidement que c'était pas à son avantage de jouer de cette façon-là, qu'au contraire, il fallait vraiment de façon dès le départ et de façon très claire démontrer au monde de la FIFA que le Canada est là puis qu'on veut travailler avec tout le monde. Et d'ailleurs, David Connican le répétait souvent, à chaque semaine, il a le commissaire ou le président de la Serie A qui l'appelle, t'as celui de la Liga qui l'appelait, qui lui demandait tout le temps est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire quelque chose? Donc, non, c'est ainsi va la vie, quoi. Tu donnes une chance à des jeunes joueurs, tu leur donnes la scène pour démontrer leur talent et tu leur donnes l'opportunité de se faire voir à travers le monde et c'est à eux de prouver qu'ils ont le talent. Et si quelqu'un cogne à la porte et il est intéressé, ben, tu vends. C'est une décision à faire aussi. Le sport, c'est beau, mais c'est des business aussi. Puis, comme on l'a vu avec la vente de Borges, ça fait une énorme différence dans leurs livres. Puis, même chose pour la vente de Waterman. Waterman arrive avec l'Impact de Montréal et non seulement il joue en Ligue des Champions, mais il a très bien fait. Ça, c'est très bon pour la Ligue. Puis, en gros, c'est un incitatif. Ça a un effet domino parce que quand tu fais ça, mais ce que ça fait avec la CPL, c'est que je pense qu'il y a des bougies qui se sont allumées. La CPL a fait OK. Fait que tu es en train de me dire que j'avais tout ce talent-là au Canada, que personne regardait ou tout le monde ignorait. Fait que moi, je les ai fait jouer je leur ai donné l'espace, puis je leur ai donné la scène et l'opportunité de se faire valoir. Puis,
Tu prends Waterman qui a été repêché à l'universitaire et maintenant il est en Ligue des champions. C'est un incitatif pour la CPL de chercher, de fouiller dans les endroits où est-ce que les académies MLS qui étaient au Canada ne le faisaient pas. Mon exemple préféré, c'est Liam Miller. Il se pointe, je ne sais pas si vous connaissez Liam Miller, je veux dire l'exemple de Liam Miller parce que ça, c'est mon exemple favori. On te laisse le présenter. Fait que Liam Miller, un des meilleurs espoirs de Liverpool, il se présente à l'académie du TFC, de Toronto FC. Je suis désolé, Liam, t'es trop petit. Tu pourras pas réussir, t'es trop petit. Puis, fait que son père qui parle beaucoup avec les supporters sur les voyageurs aussi, sa famille ont déménagé en Angleterre et il a persévéré dans le sport et maintenant, il est un des meilleurs espoirs de Liverpool. Il fait partie de l'équipe nationale canadienne. C'est un des meilleurs espoirs qu'on a, un de nos meilleurs jeunes joueurs. Mais, tu sais, faut se demander à combien de joueurs à qui on a dit ils n'allaient pas réussir puis qui ont juste abandonné, mais ils auraient pu se développer plus tard. Puis c'est vrai, qu'est-ce que Eric il dit, on a beaucoup de talent, mais on ne fait rien avec. Comme si tu prends Marc-Anthony Kaye, il jouait à York University, puis quand tu le vois en entrevue, il est presque amer de son expérience avec le TFC parce que il dit on m'a pas donné d'opportunité. Si tu prends Carl Larin qui a été développé par Sigma en Ontario pendant toutes ces années-là, il y a beaucoup de joueurs en Ligue 1 Ontario, ils le disent carrément. Les académies du Toronto FC ou MLS, ils ne nous regardent pas du tout. Il a fallu que Kyle Larin aille aux États-Unis, joue dans une dans une équipe universitaire, performe pour être repêché par Orlando. Moi, je regarde TFC, je ne suis pas impressionné parce que je suis comme combien de talents vous avez gaspillé, vous avez laissé partir. Ça aurait dû être une des meilleures équipes dès le départ. Même chose pour Vancouver. Puis Marc Dos Santos le disait lui-même. Il y a combien de talents de l'Académie de Vancouver qu'on a laissé partir, puis on s'est fait battre en championnat canadien par des gars qui étaient dans nos académies. Puis il l'a dit lui-même. Le développement, il y a eu des manquements à l'évaluation des joueurs. Fait que c'est pas juste, oui, tu sais, je parlais que le bassin était trop petit, mais on fait rien avec. Puis il y a beaucoup de talents au Canada, mais on cherche pas. C'est pas vrai qu'on cherche partout. Il y a beaucoup de places au Canada, on regarde pas du tout. Puis quand tu regardes les qualifications de Coupe du Monde pour les jeunes, puis tu regardes la liste des joueurs, puis c'est tout marqué TFC Academy, Vancouver Academy, puis t'es comme, il y a plein d'académies au Canada. Il y a aussi beaucoup de l'impact, hein, juste pour préciser. Là. Oui, Montréal aussi. Mais comment ça, on ne regarde pas ailleurs? Pourquoi on ne regarde pas à Sigma? Pourquoi on ne regarde pas ce qui se fait dans l'Ouest ou dans l'Est ou dans les Maritimes ou dans les Prairies? Il faut faire de quoi avec. Fait que moi, je pense que avec les ventes qui se sont faites, ça a donné un très gros incitatif à la CPL de chercher plus fort. Où est-ce qu'on ne cherchait pas avant? Puis, c'est bon parce que ça va les encourager à développer plus de talent. Puis aussi, ce que j'ai aimé de la réponse de Clanacan, puis c'est ça qu'il utilisait comme justification pour expliquer pourquoi la Ligue n'avait pas d'académie, parce qu'il disait, on préfère travailler avec les académies qui existent déjà parce qu'ils ont déjà l'expertise. On veut être en partenariat avec eux, puis on ne veut pas aller compétitionner contre elles. Parce que je pense que c'était... il y avait quelqu'un à One Soccer qui l'avait dit. Il avait dit, il y a beaucoup d'investisseurs, ils ont eu peur de l'exemple du FC Edmonton. Parce que eux, quand ils ont parti leur académie, les académies dans le secteur, ils ont vu ça comme de la compétition, puis ils leur ont fait la vie dure pendant des années. Fait que la CPL se sont dit, les académies qui existent déjà, ils ont l'expertise, on va travailler avec eux, puis on va donner des chances aux jeunes joueurs que personne ne regardait avant. Moi, je pense que c'est de là que ça part. Parfait, c'est extraordinaire. Je suis sûr qu'on voudrait rebondir sur chacun d'entre nous. Je vais vous donner vraiment le mot de la fin à chacun. On va faire une petite table ronde, mais vraiment le mot de la fin en une phrase. Est-ce que pour vous, la CanPL a un avenir radieux? Je connais la réponse de presque tout le monde, mais j'aimerais l'avoir sur cet enregistrement-là. Comme ça, je pourrais montrer ça à beaucoup de sceptiques à travers le Canada. Je commence par Alex. Est-ce que la CanPL a un avenir radieux pour toi? S'il n'y a pas de changement de camp, oui, tout à fait. Parfait. Eric?
C'était exactement ma réponse. Si ça change pas de cap, on est dans la bonne direction. Ce qui a été fait pour l'instant et ça a rapporté d'immenses résultats. Je pense qu'il y a personne qui pouvait prédire ce qu'on a vu après un an. C'est les transferts, la réussite sur la scène continentale. Tout est là, quoi. Ils ont tout réussi. Le seul truc qu'ils ont vraiment raté, c'est leur trophée là, pour le champion. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, désolé pour mon mot de la fin super long. Donc, je m'arrête ici. Donc, pas de changement de cap. Oui, ça va aller bien, puis ça va aller vite à mon avis. Parfait. Daniel? Eh bien, moi, je pense que l'avenir est je vois pas je vois pas comment ça pourrait. Comment il pourrait foirer tout ça? Ben, je n'osais pas le dire. Fait que je vois pas comment ça pourrait changer. Là, actuellement, on est dans une bonne direction. Il faut, c'est sûr, être alerte, chercher à innover, chercher à voir ce qui ne va pas, parce que c'est pas parfait non plus. Mais je pense qu'il y a un bon avenir pour notre ligue. Parfait. Ben, je suis exactement du même avis que vous. Je pense qu'on est sur le bon chemin, qu'il faut continuer à prendre ce genre de décision-là. Puis je pense qu'on sera dans de très, très bonnes mains. Les amis, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. En premier, Alex, merci encore une fois de t'être présenté pour une deuxième semaine de suite. Je sais que tu es occupé, mais ça me fait toujours vraiment plaisir de discuter avec toi de soccer. Oui, merci de m'avoir invité et de m'avoir accueilli. Puis, c'est toujours un plaisir de discuter soccer avec l'équipe et n'importe quand. Parfait, excellent. Eric, pour une deuxième fois, tu as été excellent. J'espère que tu n'as pas pris trop de temps pour te dérouiller la voie après ce long arrêt de coup franc. Ça s'est bien déroulé. Merci encore pour l'invitation. C'était toujours un plaisir de participer à votre émission. Donc, moi aussi, n'importe quand, n'hésitez pas. Parfait, merci beaucoup Eric. Puis Daniel, mon cher ami, tu seras là la semaine prochaine ou aussi tu prends une semaine off? Moi, je suis là, c'est ton tour de prendre une semaine off. En tout cas, on verra. Non, on sera bien là pour la semaine prochaine. Comme toujours, CS à l'érable est disponible pour vous sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous poser des questions, à commenter, à bien évidemment partager notre contenu. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable.